Bonjour à tous, je suis Stéphane Kuitia. Ma collègue et moi, ma collègue Aurore et moi, nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir, aux côtés de nos coachs Anthony et Valérie. En deux mots, Alform est une entreprise qui travaille autour de la physiothérapie et du chien de sport. C'est dans ce cadre que nous organisons cette webconférence qui a pour but de vous donner des clés, des astuces pour bien aborder cet été qui, nous espérons, sera l'occasion pour chacun de nous de partager un instant agréable en extérieur avec son fidèle compagnon. Avec le confinement, vous savez, nous en avons vraiment tous besoin. Avant de passer la parole à nos intervenants, Aurore, s'il te plaît, tu pourrais nous dévoiler les surprises que nous réserve cette soirée. Merci Stéphane. Donc bonjour à tous. Donc je suis Aurore Vella. Tout d'abord, nous tenons à vous remercier d'être présents pour ce tout nouveau rendez-vous et que nous sommes fiers d'organiser. Nous tenons à remercier nos partenaires, donc Animot, Mikan, iDog et Élément de Vet qui nous accompagnent aujourd'hui. D'ailleurs, vous aurez l'opportunité durant cette web conférence de remporter des lots offerts par nos partenaires. Et du coup, sans plus attendre, je vais laisser la main à Valérie Maumont et Anthony Lemoine, avec qui vous allez passer un super moment. Bonsoir à tous, bonsoir les amis, je suis ravi d'être avec vous ce soir, accompagné de Valérie. Voilà, on a une heure et demie ensemble. Vous l'avez vu un petit peu, l'objet de la webconférence, ça va être sur comment aborder finalement la période estivale avec nos amis à quatre pattes. Et donc, évidemment, on va aborder pas mal de sujets. Et comme à chaque fois que l'on fait des formations ou des webconférences, même si on ne peut pas vous voir ou vous entendre, n'oubliez pas que c'est interactif et ça doit être interactif. Donc, si vous avez des questions à poser, vous avez le chat qui est juste à votre droite et surtout, posez toutes les questions qui vous passent à l'esprit. Il n'y a pas de questions stupides, donc ne soyez pas timides. Voilà. Alors, je vais juste commencer par me présenter, c'est pas très galant, et après je laisserai la parole à Valérie. Donc, Anthony Lemoigne, je suis canicrosseur, canivététiste, ski de joreur, j'aime tous les sports à partir du moment où je suis attelé à mes chiens. Voilà, je suis un amoureux de sport, mais aussi et surtout de chiens. Et évidemment, ça fait quelques années que je pratique l'ensemble de ces disciplines. J'ai quelques titres internationaux. Alors, quand je dis j'ai, c'est mes chiens ont quelques titres internationaux à leur actif. Et l'objet de ce soir, c'est évidemment de vous apporter un maximum d'informations, d'astuces, d'expériences, de retours d'expérience aussi pour aborder cette période en toute sérénité. Et donc, je vais évidemment laisser Valérie qui nous regarde se présenter. Et évidemment, on co-animera ensemble cette heure et demie de webinaire. Donc, Valérie, je t'en prie, tu as la parole. Merci Anthony. Bonsoir à tous. Je suis ravie d'être avec vous pour une nouvelle fois partager avec Anthony notre passion du sport et notre passion du sport avec les chiens. C'est vraiment ça qui nous anime. On a tous les deux des expériences en compétition nationale et internationale. Alors moi, ma partie, c'est plutôt le chien de traîneau, donc le mushing, le canicross, la canirando, mais mon activité vraiment principale, c'est vraiment le mushing. De septembre avant la neige jusqu'à la neige, à entraîner mes chiens de traîneau. Donc moi, j'attelle des Siberian Husky. Je suis vraiment une amoureuse de la race du husky sibérien. Je vous expliquerai un petit peu tout à l'heure comment bien faire du sport avec eux l'été, ce qui n'est pas évident. C'est pour ça que je trouve que cette conférence est vraiment très intéressante parce qu'on a l'impression, nous humains, qu'on peut faire du sport toute l'année, mais il faut vraiment prendre des précautions assez pertinentes et avec nos animaux. Donc, je suis vraiment ravie de participer à cette conférence avec vous ce soir. Voilà. Autre casquette, j'ai créé le laboratoire Élément Vet en 2016. Donc, je pourrai également répondre à vos questions et vous aiguiller sur les meilleurs soins en prévention et puis soins ensuite vraiment pour soigner les pathologies du sport lorsque le chien se blesse. Voilà. Tu as été parfaite, Valérie. Merci beaucoup. Et pour la petite histoire, on s'est rencontrés il y a plus d'une dizaine d'années, été, au mois d'août.
Et on était en train de faire le trophée des montagnes, pour ceux qui connaissent. Et j'avais mon husky Canyon et Valérie, voilà, avait été aussi captivée par Canyon. Et on avait fait connaissance comme ça, donc il y a une dizaine d'années maintenant. Voilà. Il y a 13 ans, Anthony, il y a 13 ans. Oui, voilà, arrête. Donc voilà, allez, on va rentrer dans les choses sérieuses. La premier élément avant d'aller sur finalement les précautions, etc. On va développer quel type d'activité on peut faire avec son chien l'été. Voilà, évidemment, ça va être conditionné en grande partie par la région dans laquelle vous résidez et là où vous entraînez vos chiens. Et évidemment, en marge de tout ça et juste après, on va détailler comment et quelles précautions on peut évidemment prendre pour que tout se passe pour le mieux pour chacun de vos animaux. Donc, on démarre la présentation. Je vais revenir un peu en arrière. Tac, tac, tac. Il faut démarrer par le début. Ça peut être pas mal. Hop, hop. Est-ce que vous voyez tous le webinaire qui défile là? Il faut être sûr de ça déjà. Hop. Voilà, impeccable. On y est. Parfait. Vous voyez tous? Je vais vite dans le chat rapidement. Parfait. OK. Merci Audrey. Merci à tous. Guillaume, il est là. Parfait. Super. Tout le monde est au rendez-vous. Allez, premières petites activités qui sont intéressantes à faire et parfois qui sont un peu, on va dire, un peu décriées ou parfois abandonnées, notamment par la communauté des canicrosseurs et qui pourtant est vraiment intéressant à faire avec eux. C'est tout simplement le canimarche. Donc là, on voit Phoenix et Delphine à gauche et puis Valérie à droite. C'est vraiment une activité l'été qui est vraiment intéressante à faire. Pourquoi? Évidemment parce qu'on est en vacances, on a sûrement un peu plus de temps. L'activité est moins intensive pour les chiens et on va suffisamment l'aborder dans toute cette conférence. C'est toujours le paramètre température qui va finalement conditionner ce qu'on va pouvoir mettre en place avec nos chiens. Et c'est vrai que le canimarche, finalement, permet de gérer l'intensité de travailler à une intensité assez faible et finalement de gérer le rythme cardiaque du chien et d'éviter qu'il monte trop en température trop vite. Voilà. Et puis parallèlement à ça, on peut aussi évidemment quand on fait du canimarche choisir des parcours qui sont adéquats pour nos chiens et notamment des parcours où finalement il y a notamment des points d'eau où on peut s'arrêter et rafraîchir le chien. Valérie, je ne sais pas si tu as quelques éléments à apporter à ce sujet. Oui, moi j'aime beaucoup la canimarche, j'en fais beaucoup la canimarche et puis ensuite on verra par la suite la cani-randonnée. Je trouve que c'est intéressant parce que justement on peut apprendre lorsqu'on a aussi un chien, un jeune chien, la canimarche est intéressante pour lui apprendre à découvrir en fait le monde. C'est souvent pratique. Moi j'aime pas attacher mon chien et aller le promener en laisse. C'est vraiment la différence et l'intérêt de la canimarche avec un harnais que la promenade simplement en laisse. C'est que déjà, on est sûr que le chien est protégé et bien attaché, on va pas le perdre. Et le chien va pouvoir marcher en toute sécurité au niveau de sa traction. Et on va pouvoir comme ça commencer à sortir les jeunes qui n'ont pas eu l'habitude d'aller voir du monde pour les sociabiliser, d'aller au marché ou d'aller rencontrer d'autres chiens. Donc, on va pouvoir commencer un petit peu à les sortir. Et la cani-marche et la cani-randonnée, je trouve que c'est deux activités qui sont très formatrices, surtout pour nous qui faisons de l'attelage après ou même pour toi pour le canicross, parce qu'on va vraiment habituer le chien et lui apprendre à marcher devant, à ne pas s'arrêter, à filer droit devant nous. Et on va pouvoir vraiment commencer à lui apprendre les premiers ordres, entre guillemets, comme devant, à gauche, à droite, etc., à croiser et à doubler d'autres personnes ou d'autres chiens. Donc, c'est vraiment une activité qui est hyper formatrice et qui est vraiment à prendre en compte dès le plus jeune âge, lorsque justement le chien ne peut pas encore courir et être attelé. Et il y a un autre paramètre qui est important à mentionner, c'est que l'été, on est quand même un petit peu en manque de compétition. De juin à fin août, septembre, il n'y a pas grand-chose, évidemment. Et donc, c'est une période qui doit être propice, comme l'a dit Valérie, pour travailler finalement sur le comportement du chien. Alors, il y a quelques questions qui sont super intéressantes et Valérie y a déjà répondu en partie. Est-ce qu'il y a un intérêt finalement à faire du canimarche ou une promenade sans laisse? Alors, l'intérêt de la longe est finalement d'être relié à son animal et de pouvoir communiquer dans l'effort avec lui. C'est là où justement on va réussir à le former.
parfois le rassurer aussi tout simplement, si c'est un jeune chien, lui passer les ordres de direction, mesurer aussi son investissement dans l'effort, parce que à partir du moment où on n'a pas de longe entre l'humain et le chien, c'est qu'on n'a pas de contrôle direct sur lui. Donc, et par expérience, ça arrivait à quelques personnes que je connais, au moins 2, des gens qui partaient par exemple faire du canimarche ou un footing un soir d'été et qui avaient leur chien en libre, et c'est tout à fait louable et je le fais beaucoup, mais on ne gère pas la distance que le chien fait et l'intensité à laquelle il court. Et donc pour les 2 personnes que je connais, eh bien ces chiens-là ont fait un coup de chaud pendant leur balade, leur sortie, et malheureusement sont décédés d'un coup de chaud. L'avantage vraiment d'avoir la longe, c'est qu'on va mesurer, on va être en permanente observation sur le chien, et ça va nous éviter ce genre de déboire parce qu'on va contrôler énormément finalement l'intensité, le volume et le comportement du chien. Bien sûr. Et puis par rapport à la grosseur du chien, nous on a un club, qui s'appelle Super Dog, qui regroupe un peu des gens qui font de la canimarche et puis après l'hiver d'autres sports attelés. C'est vrai que lorsqu'on organise des randonnées, on a des gens avec des caniches, avec des tout petits chiens. C'est vraiment une activité qu'on peut faire avec n'importe quel chien, de n'importe quelle race et de n'importe quelle taille. C'est pour ça que c'est vraiment intéressant. C'est ça. Et vous savez, le canimarche est de plus en plus en vogue parce que des gens, par exemple, qui veulent perdre un peu de poids et pour qui leur chien est leur meilleur coéquipier, leur meilleur allié, ne vont pas forcément démarrer par le canicross, mais par le canimarche. Ils viendront peut-être sur le canicross ensuite, mais c'est une première approche finalement qui est simple et facile pour tout le monde pour accéder au sport canin attelé, parce qu'à partir du moment où on est relié à notre chien, c'est un sport canin attelé, et donc ça reste une entrée en matière qui est super intéressante aussi. Et Guillaume pose une question finalement qui est tout à fait louable et c'est pareil, c'est très intéressant. Le canimarche en fait doit vraiment être utilisé dans un bon cadre, et si on se prédestine par exemple à faire du canicross ou du cani-VTT avec son chien, le canimarche a les vertus que l'on vient d'expliquer sur l'apprentissage, mais par contre, on peut très bien aussi imaginer d'avoir un harnais qui soit différent de celui que tu vas utiliser quand tu vas faire du canicross ou du cani-VTT, de manière à ce que le chien comprenne bien ce que tu attends de lui quand il a ce type de harnais et il fera très, très rapidement la différence avec le harnais de traction où on va lui demander d'être au galop, etc. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose que tu peux utiliser et je l'explique souvent sur les stages. Moi, quand je sors mes chiens, j'ai 2 types de colliers. Un collier que je leur mets quand je vais les promener en ville et un collier que je mets quand je vais faire du libre avec eux en forêt. Eh bien, ça reste que des colliers. Mais selon le collier que je prends, je peux vous assurer que le comportement de mes chiens et la réaction de mes chiens est tout à fait différente parce qu'ils savent exactement ce qu'on va faire et ce qu'on attend d'eux. Donc, ça peut être un super outil de communication que de varier finalement le type de harnais en fonction de l'activité que tu vas proposer à ton chien. Voilà. Oui, et puis ils font bien la différence entre on va se promener et on va s'entraîner. Même c'est vrai que sans harnais. On a une question aussi au niveau de l'âge. Alors, il faut faire attention, c'est sûr, on ne va pas sortir des petits chiots qui ne sont pas vaccinés et on va toujours adapter la distance de la canimarche à l'âge et au potentiel et à l'état de santé du chien. La canimarche, on l'a expliqué, intéressante pour des jeunes lorsqu'on l'utilise au niveau de l'éducation, mais je trouve qu'elle est aussi très intéressante et sympa pour des chiens qui commencent à vieillir et qui sont âgés, parce que du coup, on va quand même leur proposer une activité. On va pas les laisser parce qu'ils sont plus vieux que les autres, ils ne vont pas pouvoir faire de canicross ou d'attelage, mais on va quand même leur proposer une activité. Et le fait de continuer de les faire marcher, les chiens ne vont pas se démuscler et vont se maintenir en forme. Donc, c'est vraiment une activité qu'on peut continuer même après, lorsque les chiens sont à la retraite et que l'on doit continuer longtemps. Exactement, et pour reprendre un petit peu les propos de Valérie, vous avez vu Phoenix sur la photo, le slide précédent, ça a été un chien de canicross, de cani-VTT, etc. Et aujourd'hui, la marche en libre et évidemment le canimarche l'aide évidemment à maintenir une condition physique adéquate. Et il y a toujours ce lien finalement avec le chien. Une balade en libre, c'est sympa, mais dès qu'on est relié à notre chien, évidemment le contact est différent, l'interaction est différente, l'osmose est différente. Et donc, on a des sensations du binôme qui va être vraiment sympa. Donc, il faut pas forcément se dire, je peux plus faire de canicross ou de cani-VTT. Eh bien, je ferai que du libre. Le canimarche, c'est vraiment une déclinaison qui est super intéressante. Voilà. Donc, ça, c'est bien. Et puis, Alice qui demande si le chien risque-t-il de perdre son endurance de canicross.
pendant l'été si on pratique pas le canicross. Alors, on va voir juste après, on va tout décliner, Marie, et puis non, c'est Alice, et puis on va vous expliquer un petit peu comment finalement faire conjuguer tout ça de manière raisonnable et raisonnée, bien évidemment. Voilà. Et puis, est-ce que c'est possible à l'âge de 3 ans d'apprendre à un chien de marcher sans laisse? Oui, il n'y a pas d'âge. Il suffit juste, encore une fois, d'être le bon professeur, de lui mettre le chien dans les bonnes conditions pour finalement lui transmettre le bon apprentissage, tout simplement. Et c'est pas du tout une question d'âge. Alors Valérie pourra en parler aussi pas mal parce que elle a pas mal de chiens. Elle me bat sur ce coup-là, mais du coup, elle multiplie les expériences. Mais il y a vraiment pas d'âge et c'est vraiment ton approche qui va faire la différence finalement sur ce que tu pourras faire ou non avec ton chien. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est bien de leur apprendre déjà quand ils sont petits, de leur donner des rituels et de leur apprendre à être en libre à certains moments, voilà, et leur apprendre le rappel. Maintenant, après, tout dépend de la motivation et dans le cadre et dans quel cadre on va mettre le chien pour pouvoir le lâcher. C'est sûr qu'un chien qui n'a jamais été lâché, il va falloir choisir un cadre rassurant et puis un cadre où il ne va pas être trop sollicité. Mais c'est important pour eux d'arriver à leur faire confiance. C'est ça. Et si tu as peur de lâcher un peu ton chien, tu peux très bien, par exemple, aller te balader avec une personne qui a un chien qui obéit très bien, qui est très calme et très posé, très stable. Et ça fera un point d'appui pour l'apprentissage aussi, évidemment dans un cadre sécurisé, loin des routes, etc. Et puis, encore une fois, avec progressivité. Voilà. Mais c'est quelque chose qui est intéressant à travailler avec son chien, bien évidemment. Voilà. Ensuite, dans l'évolution un petit peu des activités, on a tout ce qui est cani-rando avec bivouac. Alors ça, j'en ai fait. Voilà, je vais souvent m'entraîner moi aussi dans la vallée de la Maurienne à Bessan. Il y a des super randonnées, etc. Parfois sur 2 jours. Et bah c'est un petit plaisir. Et je pense que Valérie va pouvoir étayer ça. Mais c'est vraiment un petit plaisir que de pouvoir partager ça avec son animal. Voilà, avec en plus de pouvoir dormir avec eux. Et ça, c'est assez sympa. Alors moi, j'adore ça. Ça, c'est vraiment mon gros plaisir du début d'été, la rando et le bivouac. J'ai l'habitude, en fait, d'entraîner une dizaine de chiens ou 12 chiens en même temps et j'emmène aux entraînements tous mes chiens, les jeunes, les vieux, puisque je vais lâcher un petit peu les chiens au début, je fais l'entraînement et une fois que tout le monde a été hydraté et retourné dans le camion, je sors les vieux et les plus jeunes. Donc, j'ai vraiment l'habitude d'avoir toujours beaucoup de chiens. Et quand on part en cani-rando, j'ai toujours 1 ou 2 chiens avec moi. Et ça, c'est un vrai plaisir pour moi et pour mes chiens parce qu'on va profiter d'un moment dans un cercle restreint. Juste 2 chiens, 1 seul chien et moi. Et ça, pour eux, ça change tout parce qu'on a juste leur attention sur eux et on va leur proposer une activité qui est complètement différente. Ils adorent ça. Bon, moi, j'ai la chance d'habiter à Grenoble, au-dessus de Grenoble, et d'avoir vraiment un terrain de jeu. Bon, j'ai le Vercors qui est pas loin, mais j'ai vraiment Baldon qui est à 10 minutes de chez moi. Donc, j'ai vraiment un terrain de jeu qui est fabuleux, avec des lacs de montagne, un dénivelé au choix, si je veux vraiment monter ou faire quelque chose d'un peu plus facile. Donc, j'adore ça. J'ai le matériel. Je me suis équipée d'un matériel vraiment léger. Et on a vraiment plaisir à partir, à se faire un itinéraire avec les précautions qu'on doit prendre, de l'eau, etc., pour que tout soit sécuritaire au niveau du chien. Et lorsqu'on arrive à notre point final, monter la tente, passer un peu de temps à l'extérieur avec les chiens, dormir dans la tente, c'est vraiment un super moment. L'hiver, on le fait aussi. C'est vrai que l'été, c'est plus facile. Alors, il y a une petite question sur l'âge. Finalement, jusqu'à quel âge on peut pratiquer le cani-rando? Très honnêtement, il n'y a pas d'âge. Encore une fois, c'est l'observation du chien qui va nous permettre de voir un petit peu jusqu'où on peut aller, quelle distance on peut faire, combien de temps on doit partir. Valérie a appuyé sur un point très très important, c'est de toujours partir avec de l'eau et quand vous marchez, si jamais ça vous dit, de toujours remplir quand vous arrivez sur des sources assez sûres, de toujours remplir quand même de l'eau parce que moi le premier, je me suis déjà fait avoir de partir sur des parcours où j'ai jamais croisé de source. Et je sais que la fin a été dure pour les chiens, même s'il fait pas chaud. Ils sont dans une activité qui est quand même régulière et on le dira jamais assez. On n'oubliez pas que les chiens, on ne thermorégule pas comme les humains.
Voilà, ils doivent évacuer la chaleur qu'ils produisent à l'effort. Et évidemment, on doit pallier à ça. Donc, pensez vraiment à avoir de l'eau en permanence avec vous. Ça peut parfois voilà, on va dire les sauver ou même parfois rendre la balade beaucoup plus confortable pour eux. Et il n'y a pas d'âge. Encore une fois, Phoenix a 10 ans, il fait 42 kilos. Eh bien, il fait encore du canimarche. Il me suit l'été en rando avec moi quand je pars avec Cléo. Et c'est vraiment un plaisir juste extraordinaire de voir des chiens de cet âge-là partager encore des moments aussi intenses avec nous. Valérie, est-ce que tu as des choses à préciser? Oui, bah 10 ans, pour moi, c'est jeune. Hein. Tu vois, mon dernier chien d'attelage, il a 12 ans et il a encore fait quelque chose cet hiver. Donc, au contraire, c'est vraiment un moyen de toute façon, c'est pas l'âge qui doit être la priorité. La priorité, ça va être d'adapter le sport à l'animal. Avec Storm qui a 12 ans, je vais pas l'emmener faire un truc super compliqué où ça va être difficile pour ses articulations, pour son dos, etc. On va vraiment, si on veut vraiment faire une activité avec son chien, c'est à nous d'adapter l'activité à l'état de santé du chien. Je ferai des randos beaucoup plus sportives avec des jeunes. Avec des plus vieux, on va adapter le dénivelé, les descentes, parce que à certains endroits, les chiens vont être en liberté. Ça, c'est l'avantage de pouvoir randonner avec des chiens quand on peut les lâcher. Mais il y a aussi des moments, donc randonner un chien en liberté, bah, il va descendre à fond sur le chemin, ça peut, voilà, il faut faire attention. Et puis il y a certains endroits où on va être obligé d'attacher les chiens, puisqu'en montagne, on a des troupeaux, la montagne est ouverte à tous, et il faut aussi sécuriser le chien et les éléments extérieurs. Donc voilà, donc on va être obligé de l'attacher, et c'est vrai que quand on l'attache, on a une maîtrise un peu plus sur lui parce qu'on va pouvoir le garder à côté de nous. Donc, il faut vraiment toujours adapter le sport à l'animal et toujours reconnaître le parcours, regarder sur les plans au niveau des sources et avoir autant d'eau pour nous que pour le chien. Ça, c'est la priorité. Merci pour ces précisions. Et alors, ça sera tu pourras peut-être envoyer un lien, Valérie. Il y a Laura qui demande s'il y a des cartes avec les chemins et les routes de randonnée à Grenoble. Voilà. Ou s'il y a quelques sentiers. Ok, ça marche. Il y a tous les GR en fait. Ok. Donc voilà un petit peu. Ça, c'est vraiment un aspect intéressant. Et surtout, n'oubliez pas que même quand on croise les activités, on va encore une fois cultiver l'envie du chien, sa motivation, ce partage et cette complicité. Et même si vous faites de la compétition, je ne sais pas le profil que vous avez là derrière votre ordinateur, est-ce que vous êtes débutant, novice, est-ce que vous faites du canicross ou autre, mais n'oubliez pas que ça reste toujours très complémentaire. Plus on va travailler sous différents aspects avec nos chiens, et plus on va pouvoir retrouver ça dans les moments où on va être en compétition ou à l'entraînement un peu plus poussé. Donc voilà, ça fait partie finalement du bagage que l'on doit avoir aussi avec nos chiens et de varier les activités tout au long de l'année pour que ce ne soit pas répétitif et de cultiver encore une fois leur envie, leur motivation et leur curiosité. Et ça, c'est très important. Oui, parce que cette année, on a appris quand même à voir la montagne autrement. On n'a pas eu les remontées mécaniques et les stations. Les remontées mécaniques des stations ont été fermées, donc on a tous fait la montagne de façon différente. Soit du ski de rando, soit de la raquette, soit pour nous du traîneau, ou soit de la randonnée. Et la rando, c'est aussi apprendre à son chien à avoir des réflexes, à ne pas tirer quand ça peut être dangereux. Et donc, c'est toutes des choses qu'on va lui apprendre, qu'on ne lui apprendrait pas sur un canicross, par exemple, ou lorsqu'on va leur demander de tirer tout simplement. C'est plein de petites nuances qu'on va pouvoir leur apprendre. Et puis, on va être dans un cadre quand même qui est assez exceptionnel, de passer la nuit dans la tente, tranquille avec nous. Il y a toute une relation de confiance et de bien-être qui va se mettre en place. Parfait. Alors, pour avancer un petit peu, évidemment, le canicross. Alors, je dis évidemment parce que c'est un peu plus mon truc, mais le canicross. Alors, juste un petit truc de base pour répondre. Je sais plus, je crois qui posait la question, mais globalement, l'été, vous pouvez pratiquer le canicross. Par contre, on va être vraiment dans une dynamique d'entretien du chien. On va pas faire des phases de développement. On va pas être dans des cycles d'entraînement très poussés. On est vraiment là pour entretenir le chien. J'habite en Normandie, c'est pas la région la plus chaude de France, mais quand on a des étés assez chauds en température, eh bien, je pars le matin tôt, jamais le soir, parce que le matin on a toujours la fraîcheur un peu de la nuit, etc. Et donc je pars tôt le matin, au lever du jour, 5h30, 6h, et je vais faire parfois donc un petit échauffement avec mes chiens, et je vais faire en traction
parfois juste 1 kilomètre. C'est mettre le harnais, faire 1 kilomètre en canicross, féliciter le chien, le faire récupérer tranquillement, une petite gamelle d'eau, et on le remet en voiture et on rentre à la maison tranquillement. Le but, c'est de ne pas le pousser dans ses retranchements, c'est juste d'entretenir finalement les réflexes de mise de harnais, de connexion, de partage à cette vitesse-là, etc. Chacun à son niveau, mais encore une fois, c'est de coupler toutes ces expériences et tous ces entraînements, évidemment en les adaptant aux conditions de température. Et on sait très bien que l'été, c'est finalement le facteur limitant qui va jouer sur la constitution finalement de nos séances et de nos entraînements. Valérie, est-ce que tu as des choses à préciser sur ça? Non, moi j'ai plus de difficultés vraiment avec le canicross l'été, ou alors il faut vraiment que je parte en altitude parce que sur Grenoble c'est vrai qu'il fait très chaud très tôt, le soir on n'en parle même pas, donc c'est vrai que j'ai plus tendance à faire de la rando en moyenne montagne ou alors à aller courir toute seule. Ouais, et l'intérêt, si vous couplez un petit peu ça, l'intérêt, c'est encore une fois, c'est de travailler la vitesse de déplacement qui est différente pour le chien. Là, on est vraiment dans de l'entretien mental et psychologique. Il va faire de la cani-rando, il va avoir son harnais de balade, il va tracter pendant 2-3 heures, il va être avec vous, etc. Et puis, si vous lui proposez un matin d'aller faire 1 kilomètre, ça va durer 4, 3, 2, 1 minute. Enfin voilà, ça peut être très court. L'idée, c'est de partager ça, que le chien soit un petit peu frustré, on cultive, on entretient. On n'est vraiment pas là dans de la structure d'entraînement à proprement parler, bien évidemment. Voilà. Et après, la température idéale, pour répondre à Laetitia, il y en a pas. Pourquoi? Il y en a pas. Il y a des règlements qui existent. C'est d'ailleurs un petit peu l'ambivalence entre les principales fédérations. Ils n'arrivent pas à s'entendre là-dessus. Mais globalement, chaque chien aura son seuil de tolérance à la chaleur. Il y a des chiens qui vont bien résister, d'autres pas. Donc c'est vraiment ça. Encore une fois, c'est l'observation et l'adaptation. Et puis surtout, si tu le sens pas, eh bien ne fais pas. Voilà, ça c'est vraiment important. Ne pas s'en vouloir. Parfois la température peut te paraître adéquate, mais n'oublie jamais une chose, c'est que la température que tu vas ressentir toi à 1m60, 70 du sol et à 20 ou 30 cm du sol, c'est pas du tout la même température. Il y a aussi évidemment un paramètre qu'on va voir après, c'est le taux d'humidité dans l'air qui va parfois gêner le chien pour vraiment thermoréguler et évacuer la chaleur qu'il va produire. Donc voilà, il y a beaucoup de paramètres et ça c'est vraiment la connaissance de ton chien, ton ressenti et la mise en situation. Quand j'expliquais que j'y allais très très tôt le matin pour faire aller globalement 1 kilomètre, moi quand je l'ai fait comme ça, je l'ai fait à 20 km/h, c'est vraiment histoire de dérouler, ça prend 3 minutes, ça met pas le chien en danger, mais j'irai pas pousser au-delà, j'irai pas faire plus parce que c'est pas adapté. Et surtout, moi il y a un petit conseil que je peux vous donner, c'est d'avoir un petit cahier d'entraînement tout au long de l'année et de noter les séances que vous faites et la température par lesquelles vous faites vos séances. Et vous allez vite voir que si vous avez votre petit cahier, que vous notez la température à laquelle vous entraînez et le comportement du chien, son comportement dans le harnais, son comportement post-effort, etc., eh bien, vous allez vraiment apprendre finalement les conditions dans lesquelles votre chien est à l'aise et dans les conditions dans lesquelles il ne l'est pas. Et donc, évidemment, ça va pouvoir vous guider sur la faisabilité ou pas des séances. Voilà. Valérie, est-ce que tu as des petites choses à apporter? Alors, moi, à l'automne, etc., quand il fait plus de 15 degrés, je sors pas les chiens. Je fais quelque chose de vraiment très, très léger parce qu'on va leur demander vraiment un travail de traction et un travail important. Je préfère aller les promener en liberté ou en promener quelques-uns plutôt que de les faire travailler parce que de toute façon, on va les mettre en danger et on aura un mauvais entraînement. Et comme je veux toujours être sur du positif, il faut mieux s'adapter. Après, tout va dépendre quand l'été, nous, on fait de la randonnée ou quand on va les sortir, on essaie de choisir des endroits qui sont boisés, où on n'a pas déjà le soleil, ou même pour faire du canicross le matin de très bonne heure. Il faut vraiment qu'on ait des endroits privilégiés, les endroits boisés, au bord de l'eau, où il y a une certaine fraîcheur qui peut remonter et s'adapter. Et c'est vrai que nous, on n'a pas le même ressenti que les chiens, même si les chiens peuvent s'adapter, mais il faut quand même faire très, très attention aux coups de chaud. Moi, j'ai des nordiques, donc c'est pas la même gestion non plus, mais je vois beaucoup aussi de chiens de chasse et de hounds qui courent à des températures trop hautes et qui ont des coups de chaud. Pour preuve, l'été, il y a pas mal de compétitions quand même qui ont lieu
comme le Trophée des montagnes sur les différents sommets de l'Oisans. C'est une compétition que j'ai déjà fait plusieurs fois. Là, les vétérinaires de course adaptent toujours vraiment le kilométrage avec l'horaire pour que le chien soit vraiment encore dans sa zone de confort. Donc ça, c'est vraiment très important. Donc, je réponds à une question, l'entraînement sur la plage au bord de l'eau, bien ou pas, à 19h, ça ne veut rien dire. À 19h, il peut faire 15 degrés, il peut faire 29 degrés. Donc, c'est vraiment selon la météo. Il faut éviter d'avoir le cagnard vraiment sur la tête. Là, le chien peut se rafraîchir, mais même s'il fait chaud, le chien ne va pas respirer comme nous. Donc, il faut quand même faire très attention. Et au niveau des compléments, c'est certain que oui, il y a toute une procédure à faire pour savoir hydrater, réhydrater son chien parce que l'eau n'est pas suffisante et il faut faire très attention lorsque le chien boit beaucoup au retournement. Donc ça, on vous l'expliquera un petit peu plus tard. C'est ça. Et puis pour répondre à Laetitia, évidemment, quand je parlais d'observation et d'adaptation, si tu vois que ton chien est en difficulté ou vraiment thermorégule de trop, évidemment, il faut arrêter et vraiment adapter encore une fois aux températures. Et pour répondre à Coraline, moi quand je vais m'entraîner même en bord de mer, j'y vais même le matin. Quand il faisait très chaud cet été, j'allais courir à 6 heures du matin sur la plage. Les chiens faisaient de l'aqua jogging, du footing un peu dans l'eau. J'allais faire ma demi-heure de footing avec eux. Il n'y avait pas de risque. Donc encore une fois, c'est les conditions dans lesquelles on va mettre le chien, l'observation qui nous permet d'adapter en permanence. Et puis concernant les températures, c'est vraiment traître, Olivier, parce que tu as vraiment la température intrinsèque et tu as aussi le taux hygrométrique qui est vraiment important. Juste une petite anecdote, j'étais il y a 2 ans, j'allais donner un stage aux États-Unis où il faisait vraiment très chaud. Il faisait à peu près 28 degrés et le taux d'humidité était de 90%. Autant dire qu'on n'a pas fait d'entraînement, on n'a pas sorti les chiens, c'était irrespirable pour eux, c'était vraiment de les mettre en danger que d'aller faire un effort pour eux. Et puis je suis parti au Canada où il y avait la même température, c'était une semaine après, il y avait la même température, mais le taux d'humidité était de 40 ou 50%. Et là, on a pu entraîner les chiens, etc. Donc c'est vraiment un élément qui est très très important à prendre en compte. Il y a la température, certes. Il y a l'hygrométrie, évidemment, il y a le vent, etc. Donc, il y a quand même beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte et c'est vraiment, encore une fois, notre analyse qui doit permettre de nous guider. Et encore une fois, n'oubliez jamais une chose, et ça, c'est important, c'est que si on fait trop, on pourra pas récupérer. Si on fait trop d'entraînement trop long et que le chien fait un coup de chaud, c'est pas récupérable. Le chien aura des séquelles comportementales et physiologiques. Par contre, si on fait trop peu, là, on peut toujours récupérer, adapter et on peut doser. Donc, mieux vaut faire trop peu que trop et dans le doute, s'abstenir. Voilà, ça, c'est vraiment, vraiment important. Allez, on va l'aborder quand même. Je pense que c'est important sur le coup de chaud. Valérie, tu as quelques expériences aussi, j'imagine, sur des coups de chaud. Les premiers repères cliniques sur un chien qui fait un coup de chaud. Eh bien non, je n'ai jamais eu un chien qui a fait un coup de chaud. Dommage. Non mais oui. Non mais en fait, si tu veux. Un chien qui fait un coup de chaud, effectivement, ça peut arriver, même sur neige, parce qu'on a l'impression que le danger au niveau du coup de chaud n'a lieu que l'été ou le printemps. Mais sur certaines compétitions, lorsque les départs sont relativement tard, qui a aussi un rapport avec le soleil, sur la neige, le taux d'humidité, on a des chiens qui font un coup de chaud. De toute façon, un chien, lorsqu'il court, on va voir que son rythme va commencer à diminuer. Nous, on a une parfaite connaissance les uns avec les autres. Moi, un chien qui commence à être en difficulté, il va se retourner, il me regarde, je vois tout de suite qu'il y a un problème, il va se mettre un petit peu en retrait. C'est là où je voulais t'amener, Valérie. C'est exactement là où je voulais t'amener. Je me connais bien. Voilà. Donc, on va le voir tout de suite. On va voir que le chien n'est pas dans son état normal. C'est un chien qui va haleter, qui va commencer à se mettre contre son copain à côté à l'attelage. Donc là, voilà, il faut s'arrêter. On peut avoir de la diarrhée, du sang. Ça peut aller très vite. Le premier point sur lequel tu vas pouvoir voir ça, c'est la tête qui va dandiner un petit peu comme ça. On voit que le chien est en difficulté. Et après, l'étape d'après, ça va être vraiment le train arrière. Et tu vas voir qu'en fait, le chien va être un peu hypotonique sur sa partie motrice.
tu vas avoir le train arrière qui va commencer à vaciller. Et là, il n'y a même plus aucune question à se poser. On s'arrête. Si on peut encore, si le chien est encore, on va dire, conscient qu'il peut marcher, on se met à l'ombre, on le fait marcher, mais vraiment doucement pour qu'il puisse commencer à thermoréguler comme il faut. On fait redescendre le rythme cardiaque. Si le chien est en difficulté, évidemment, on le couche. Et puis l'étape d'après, on en parlera, bon, on va peut-être griller un peu les étapes, mais c'est évidemment d'aller refroidir. Finalement, on va pas chercher à réhydrater le chien, c'est pas du tout ce qu'on va faire. Il n'est pas déshydraté, il fait un coup de chaud, c'est que la température interne est tellement haute que il brûle de l'intérieur. Donc, on essaie de faire redescendre la température du système central. Et donc, pour ça, eh bien, on le met à l'ombre. On humidifie avec de l'eau pas gelée mais de l'eau froide sur certaines zones qui vont être des zones très vascularisées. Ça peut être autour de la gueule, ça peut être les aisselles, ça peut être l'aine, le dessous du ventre. Et puis un autre endroit qui va aider vraiment les chiens à redescendre en température, c'est les oreilles. C'est très vascularisé et ça va aider à faire redescendre cette température. C'est vraiment ça le premier réflexe à avoir. Et puis enfin, une fois que le chien a retrouvé ses esprits, le premier truc à faire, et même avant si vous pouvez, c'est de l'emmener chez un véto qui le mettra sous perfusion s'il y a besoin et qui lui fera les soins nécessaires. Mais ça, c'est vraiment important d'avoir les bons réflexes et ça passe aussi beaucoup par l'observation et ça, c'est très important. J'ai pas tout lu là dans les petites questions, mais je vais avancer un petit peu. Tac, tac, tac. Cyril, un chien qui respire très vite. Oui, voilà, c'est ça. Il faut vraiment observer et puis dans le doute, on s'arrête, on vérifie. S'il y a rien, tant mieux. Si on sent qu'il est en difficulté, évidemment, on passe à autre chose. Alors, cani-VTT, cani-trottinette, oui, évidemment. Attention, on est sur les mêmes précautions que ce qu'on a dit pour le canicross. Activité super sympa à gérer vraiment dans une idée, dans une dynamique d'entretien. Le risque qui est très important, c'est qu'en cani-VTT et en trotte, les chiens vont chauffer beaucoup plus vite. L'intensité est beaucoup plus élevée. L'engagement du chien, et on le voit sur les deux photos, est beaucoup plus élevé. Et donc, évidemment, le chien va chauffer beaucoup plus vite. Nous, on est concentré aussi sur ce qu'on doit faire sur le vélo ou la trotte. On n'est pas en lien direct avec le chien. Et donc, parfois, on manque d'observation. Et donc, c'est là où le risque va être proéminent. Donc, si jamais j'avais un conseil à vous donner, vous voulez garder un petit peu d'attelage, ok, canicross sur des distances très courtes, cani-marche, on gère le chien, on observe. Cani-VTT, cani-trotte, faut vraiment pas le faire quand les températures sont trop élevées parce que évidemment, on va faire monter le cœur du chien très haut et évidemment, là, on va le mettre un petit peu en difficulté. Voilà. Si la température même est un peu, on va dire, acceptable, eh bien, on fait encore une fois sur des distances très très courtes, 1 kilomètre en cani-VTT et ça prend pas longtemps. On gère, on essaie d'être clairvoyant par rapport à tout ça, au contexte dans lequel on met le chien, évidemment. Voilà. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Donc voilà, mais c'est vraiment des activités, si les conditions le permettent, qu'on peut évidemment pratiquer. Et puis il y a quelque chose aussi que je voulais aborder avec vous. C'est quelque chose qu'on voit un petit peu plus, que j'ai découvert cet été en montagne. C'est finalement, on va dire, le roller tout-terrain. Alors je crois que Marion, qui nous écoute, je me demande si elle n'a pas déjà essayé. J'ai ce souvenir-là. Voilà, alors ça demande certaines habiletés. Mais c'est quelque chose qu'on peut faire évidemment, encore une fois, en adaptant avec les températures. Si on est en montagne, on a la chance d'avoir des températures peut-être plus basses le matin ou le soir. Et donc, c'est quelque chose qu'on peut très bien aussi faire découvrir aux chiens l'été, même quand les températures sont correctes. Il n'y a pas que des 40 degrés tout l'été. Eh bien, quand on n'a pas de compétition, ça peut être un truc à découvrir avec les chiens qui permet de varier les plaisirs et les sensations sont vraiment garanties. Et c'est vrai que là, on doit vraiment faire attention au comportement du chien. Est-ce que tu as déjà essayé, Valérie? Alors, j'ai pas essayé. J'ai essayé le roller normal. D'accord. Mais comme je voulais pas blesser mes chiens, parce que bon, c'est très important. Quand on dit cani-VTT, roller, n'allez pas promener les chiens sur des routes et sur des chemins qui sont goudronnés, hein, parce que là, c'est vraiment l'été, le goudron est brûlant. Vous n'allez pas courir pieds nus sur du goudron. Donc, le chien, il a le même ressenti, quoi. C'est vraiment, tous les étés, on a des gens qui nous appellent en urgence pour nos baumes réparateurs parce que les chiens ont été complètement brûlés et se sont arrachés les coussinets. Donc, ça, c'est vraiment des activités à faire en pleine nature. Et même le roller tout-terrain, justement, sur des sentiers où il n'y a pas trop de cailloux, où c'est pas trop dangereux non plus pour vous. Mais faites très attention aussi quand même aux coussinets
pour ces activités-là. Voilà. Donc non, j'ai jamais essayé. J'ai essayé le roller normal sur un petit chemin justement avec des petits cailloux et c'était très artistique. Ouais, c'est ça. C'est vrai que Valérie l'a souligné, ça c'est aussi quelque chose auquel on doit faire très attention. Les parties bitumées, voilà, ça dégage beaucoup de chaleur, c'est vraiment très applaudif. Et même sur des passages pas très longs, je vais vous partager une expérience parce qu'on est là aussi pour ça. J'ai fait un canicross il y a peut-être deux ans maintenant à Arc-la-Bataille. Il faisait pas une chaleur de dingue, mais je me suis posé la question au départ en me disant est-ce que je prends le départ ou pas, parce que la chaleur était là, c'était autour d'un lac et puis on avait une partie sur de l'enrobé, ça faisait 4 km, on terminait par passer un gué et je me suis dit bon allez, c'est pas long, on termine par un gué, on est autour d'un lac, etc. Et puis il y avait une partie sur de l'enrobé qui faisait peut-être 1 km et j'ai vu Link en difficulté à ce moment-là et il allait rentrer dans un coup de chaud. Voilà. Moi, je l'ai vu, j'ai pu gérer en conséquence et faire ce qu'il fallait. Mais même avec toute mon expérience, je me suis posé la question au départ et j'aurais dû me dire juste le fait de me poser la question, j'aurais jamais dû prendre le départ. Voilà. Il faut s'écouter quand on se pose la question. Et en fait, quand il y a un petit peu d'enjeu, quand on voit les copains qui prennent le départ et tout, on se dit bah tiens, oui, bah pourquoi pas, pourquoi je le ferais pas. Sauf que n'oubliez jamais, vos chiens ont tous des tolérances différentes à la chaleur et évidemment, votre chien n'est pas le chien du voisin ou du copain. Et si vous doutez, eh bien, ne faites pas. N'oubliez jamais finalement, le trop n'est jamais récupérable alors que le trop peu, oui. Évidemment, si je n'avais pas pris le départ, j'aurais été frustré, certes. Mais j'aurais mis Link en sécurité et là je me suis arrêté à temps et ça m'a servi encore une fois de leçon, tout simplement parce qu'on apprend toujours et que si on doute, eh bien mieux vaut ne pas faire. Voilà, ça c'est important. Okay. Et sur des canicross, lorsque vous ferez des canicross en compétition, lorsqu'il fait assez chaud, il y a des points d'eau, des points de ravitaillement ou des points d'eau qui sont mis en place par l'organisation dans souvent des grandes piscines avec de l'eau pour que les chiens puissent s'arrêter, etc. Quand on est pris dans la compétition, on a tendance à ne pas à être dedans, à vouloir continuer, mais prenez du temps pour le chien. C'est pas parce que le chien, s'il en a besoin. Moi, en traîneau, j'ai toujours de l'eau dans mon traîneau avec des gamelles pliables, enfin des gamelles souples. Et sur certains endroits, notamment à Bessan, parce qu'on termine toujours la Lécarode à Bessan et on court l'après-midi, j'ai de l'eau et je préfère m'arrêter, perdre un petit peu de temps pour donner à boire à mes chiens. Et les chiens vont repartir bien mieux que de jouer sur allez, j'attends un peu, bah, ils vont manger de la neige et ça ne va pas le faire. Là, en canicross, on les met en difficulté, il y a du dénivelé, il y a de la descente, il y a un point d'eau, on peut s'arrêter pour faire boire le chien et ensuite repartir. Si vous voulez faire du trail, d'être un Ironman, faire du trail, faire du VTT en compétition, vous êtes tout seul, vous prenez votre vélo, vous faites votre sport, vous vous mettez dans le rouge, c'est votre problème. Là, vous travaillez avec de l'animal. Et la priorité, avant de penser, et ça c'est vraiment typique du sport du binôme, je trouve, parce que je le retrouve moins dans le sport, dans le mushing. Souvent, c'est pas une généralité, mais lorsqu'on fait un sport un monochien, le monochien, on n'a pas conscience qu'on a le chien, on le sait, on l'a entraîné, etc. Mais les gens sont souvent fixés sur leur propre ressenti, performance. Sur leur propre performance, alors que nous, on est vraiment au service des chiens, on est toujours à l'observation des chiens. Nous, c'est le chien avant tout et notre performance après. Donc là, prenez du temps pour le chien. Si vous ne le sentez pas, vous n'y allez pas. Et s'il y a un point d'eau ou quoi que ce soit, prenez 2 secondes, le chien va boire, ça sera meilleur pour son confort et il repartira bien mieux après. C'est ça, qu'on parle de bien-être ou de performance, finalement, on a toujours intérêt à s'arrêter à une bassine d'eau si le chien le réclame, le refroidir un petit peu. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Pour répondre à Catherine, oui, il y a des risques de retournement d'estomac si le chien boit en grande quantité. Le but là, c'est pas encore une fois quand on est à l'effort comme ça sur des sorties, c'est pas de réhydrater le chien, c'est vraiment de l'aider un petit peu à thermoréguler, de l'aider à se rafraîchir. Toute la partie hydratation, elle doit être gérée en amont et puis après l'entraînement. Là, on est vraiment en train d'essayer de garder un confort pour le chien, mais il ne doit pas boire en grande quantité, évidemment, pour le risque que ça peut représenter. Et on va en parler et détailler ça juste après. Alors après, il y a un truc qu'on peut faire. On parle de température, etc. C'est vrai, mais n'oubliez jamais que pendant cette période estivale,
On voit un petit peu le bout du tunnel. On pense que voilà, en septembre, on devrait être pas trop mal pour repartir un peu sur les compétitions avec nos chiens. Mais cette période-là, on doit la mettre à profit pour travailler autre chose, des choses qu'on peut faire en intérieur pour muscler et renforcer le chien sans forcément être dans du travail cardiovasculaire à proprement parler. Et une des activités que l'on peut faire et qui est vraiment sympa et ludique à faire, c'est de tout simplement travailler ce qu'on appelle la proprioception. Donc c'est finalement de travailler grâce à des outils, on va dire la réceptivité du chien et son travail de contraction musculaire via des petits ateliers très ludiques. Ça doit toujours rester hyper sympa à faire avec votre chien. Vous allez voir que le chien comprend très vite ce qu'on attend de lui et ça reste vraiment du jeu et de la complicité. Et cette proprioception-là, elle va servir à pas mal de choses. D'une part, à protéger les articulations de votre chien parce qu'il va se muscler, évidemment, à être plus à l'aise dans ses coussinets parce qu'il va avoir l'habitude d'être sur des appuis instables et de savoir rectifier ça, à être réceptif finalement aussi à vous. On va travailler la complicité et le lien avec le chien. Et puis, ça peut se décliner sous différentes formes en mettant en place des petits ateliers. Donc, on va faire ce qu'on appelle du circuit training. On va mettre, par exemple, en début de circuit training, le Fitbones que vous voyez là sur la photo. On peut travailler aussi avec des coussins que vous trouvez à pas cher dans les magasins de sport qui servent aussi pour l'humain, où on va isoler un membre plus qu'un autre, etc. Il y a beaucoup de choses qu'on peut travailler avec le chien, chez soi, au calme, au frais, durant cette période où il n'y a pas de compétition et où on peut pas forcément, s'il fait assez chaud, faire exactement ce qu'on voudrait avec son chien à l'extérieur. Donc, prenez le temps de regarder ça. Je crois que c'est dans les tuyaux, et je voudrais pas dire de bêtises, de formation chez Alform, pour proposer ce genre de petits ateliers et de vous guider finalement sur quel matériel vous avez besoin et puis comment le mettre à profit et de l'utiliser avec votre chien. Voilà. Sylvie, voilà, tu vois, je vais répondre à ta question et je me suis dit effectivement, parce qu'on a de plus en plus de demandes, qu'il fallait faire des tutoriels. Et je pense que c'est quelque chose sur lequel on pourrait s'atteler. Voilà. Mais c'est vraiment sympa. Et n'oubliez pas, au départ, le chien, il découvre. Donc, c'est à vous d'être le bon professeur. Et vous allez voir qu'au bout de 2-3 séances, il sait exactement ce que vous attendez de lui. Et ça reste vraiment de la complicité du jeu. Et on est vraiment là, finalement, pour travailler et renforcer le chien. N'oubliez pas une chose, sans rentrer dans la partie vétérinaire, c'est que les 2 tiers du chien sont sur l'avant-main et qu'une grande partie des blessures chez le chien de sport va se retrouver au niveau du dos et des épaules. Donc, si on a la période estivale où on peut finalement travailler avec son chien pour le muscler, le renforcer, pour prévenir de certaines blessures, eh bien, on a tout intérêt évidemment à le faire. Et ça peut se faire n'importe quel moment de la journée. Vous n'avez pas d'excuse pour ne pas le faire. Voilà, quand il fait nuit, quand vous rentrez du travail, vous prenez du temps avec votre chien et ça les stimule d'un point de vue cognitif. Voilà. Valérie, est-ce que tu as des petites choses à préciser là-dessus? Non, c'est hyper intéressant. Après, je pense qu'il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. Il faut se faire montrer les exercices. L'idéal est d'avoir un programme fait par un vétérinaire, par un physio, parce que c'est de la physio. Dans l'assistance, j'ai vu qu'on avait une spécialiste, Laurette, qui est formée à ça. Donc, c'est vraiment hyper intéressant. Moi, je l'utilise souvent pour corriger, justement, pour renforcer et puis pour corriger sur des chiens qui ont des problèmes de dos et qui utilisent mal leur dos. Donc, on avait fait tout un système pour leur apprendre à monter correctement les marches et puis à reculer dans une espèce de couloir pour que le chien se mobilise vraiment. Donc, c'est hyper intéressant à faire, autant au niveau soins, correction que, comme tu le dis, mais il faut faire les choses vraiment, il faut quand même prendre des précautions pour faire ce genre de manipulation. Et puis, il y a différents aspects. Il y a l'aspect prévention, c'est-à-dire que je vais travailler comme ça avec mon chien pour le préserver de certaines blessures ou de certaines faiblesses. Ça peut être aussi dans une phase de rééducation. Mon chien a été blessé, comment le remettre à l'effort progressivement, etc. Eh bien, on va passer par de la préparation physique généralisée. La proprioception et les circuits training en font partie. Et il y a aujourd'hui, évidemment, pas mal d'outils et de choses. Voilà, c'est un peu comme l'entraînement de l'humain, c'est presque sans fin. C'est juste votre imagination qui a ses limites. On doit toujours se baser, encore une fois, sur 2 éléments, l'observation et l'adaptation, parce que chaque chien est différent et qu'on va devoir finalement gérer ça avec finesse. Voilà, ça c'est vraiment très important. Voilà.
Et pour répondre à Alice, oui, effectivement, Alice, c'est un peu comme l'entraînement de l'humain ou du chien. Il faut être dans la régularité. C'est pas parce que tu le fais une fois par mois que ça va porter ses fruits. Il faut, moi je dis à minima, essayer de se caler 2 fois 15 minutes. C'est pas grand chose dans la semaine. Je pense qu'on peut tous se débrouiller pour trouver ce temps-là. À minima 2 fois 15 minutes où on va travailler sur des petites choses, voilà, vraiment sympa. Et c'est vraiment pas traumatisant. Il n'y a pas comment dire de manipulation de l'articulation. C'est vraiment le chien qui va sentir ses appuis, qui va réagir d'un point de vue musculaire en fonction de ce qu'on va lui proposer comme exercice. Donc c'est vraiment très doux et le faire 2 fois 15 minutes, c'est vraiment quelque chose de sympa à pouvoir faire avec son chien, quoi. Voilà, moi je le recommande. Donc voilà, puis ça permet de le palper, de regarder un petit peu, de comprendre comment aussi son chien est fait. C'est vraiment important. Ensuite, bah voilà, on arrive un petit peu sur le footing en libre, la balade en libre. On en a parlé, on l'a dit tout à l'heure. C'est quelque chose qui est intéressant. Le bémol, c'est que bah évidemment, on contrôle pas l'intensité, on contrôle pas la distance que le chien fait. Alors si la température est bonne, bah il n'y a pas de risque particulier. Là, on voit Phoenix, voilà, du haut de ses 10 ans, qui me suit sur mes échauffements. Il est toujours à côté de moi, je contrôle, c'est cool. Par contre, quand on voit les 2 zouaves sur la plage, là, Link et Opal, eh bien, évidemment, j'irai jamais, mais jamais, faire une séance en libre en juillet-août avec eux en forêt. Parce que moi, je vais faire 15 km ou 10 km, eux, ils vont en faire 3-4 fois plus. Et là, on les met évidemment en danger. Donc, l'été, quand je dois faire un petit peu libre avec les chiens, je les prends un par un si je suis en forêt, ou alors je vais vraiment faire ce que vous voyez sur la photo où je suis en bord de mer et ils peuvent me suivre et donc il y a l'eau à proximité et on s'arrête quand il faut, etc. Donc voilà, c'est vraiment encore une fois le cadre dans lequel vous mettez finalement les chiens qui va les mettre en sécurité, qui va vous octroyer le plaisir que vous avez dans l'effort. Ça, c'est vraiment important. Est-ce que tu fais un petit peu libre, Valérie, avec tes chiens ou est-ce que c'est principalement attelé ? Non, moi je fais du libre. J'ai pris l'habitude en fait de les lâcher tous au début de mes entraînements pour qu'ils aillent se détendre avant d'être attelés et ils viennent tous après à l'attelage, chacun son tour. Je les lâche 2 par 2. Bien sûr, il y a des précautions qui sont prises. L'environnement où je suis est souvent le même, etc. Et ensuite, après l'entraînement, c'est pareil, je vais les lâcher 2 par 2, ils vont faire leur pipi, ils vont faire leurs besoins et ensuite ils viennent pour leur soupe de récupération. Et aussi, j'aime bien l'été justement, partir comme toi avec les plus anciens, avec les chiens qui obéissent moins, qui obéissent bien et qui ne sont pas complètement tout foufou. Et j'aime bien partir en libre avec eux, aller au lac à côté, les baigner, aller me balader, voilà, c'est hyper important aussi. Et comme je leur ai appris tout jeune à être lâchés, comme aussi des fois avec leur mère qui écoute très bien et puis les petits qui partent devant, la mère les rattrape, etc. Donc j'essaie de leur habituer. Les 2 derniers, ils sont un peu trop casse-cou. J'ai un petit peu du mal, mais c'est vrai que je privilégie les chiens un peu plus âgés pour faire du libre comme ça l'été. Voilà. Et puis après, c'est quand même un outil aussi intéressant pour travailler l'attention, les ordres, la complicité. Moi, c'est vraiment un truc que j'aime faire aussi avec mes chiens. Mais il y a des précautions d'usage et aussi dernière petite info qui peut vous intéresser. Et ça, c'est purement mon expérience. Mais allez, je dirais 7 blessures sur 10 chez le chien de sport où le chien en général intervient quand il fait du libre. Parce qu'il va sauter par son tronc, parce qu'il va mal se réceptionner, parce qu'il va jouer avec un copain, ils vont s'attacher au collier, puis voilà, ils vont se prendre des arbres. Moi, j'ai vraiment vu de tout et on m'a raconté de tout. Et l'avantage du harnais, c'est qu'on contrôle encore une fois, on maîtrise. Un chien en libre, eh bien, on multiplie aussi les risques de blessures, de coupures de coussinets, d'arrachement de griffes, etc. Bon, voilà, toutes ces petites choses. Donc, c'est aussi à gérer et à prendre en considération quand on va faire ce genre d'entraînement avec son chien, même si c'est pas une raison pour ne pas en faire, mais on doit le savoir et faire attention à ça. Voilà. J'ai toujours eu des blessures, même pendant la période d'entraînement et de compétition. Souvent les blessures à la maison, lorsque les chiens sont tout fous dehors, jouent entre eux, courent, se sautent dessus, font les dingues, c'est là qu'on a souvent des blessures. Donc il faut faire toujours très attention. Et Sandrine a soulevé un point très important, c'est vrai. Quand on a des chiens qui sont calmes et posés, on part avec eux tranquillement, ça va. Quand on a des chiens un peu plus fous, soit vous avez
eu le temps de les laisser jouer dans le jardin, ils sont à peu près chauds. Mais si vous avez fait de la route et qu'ils sont en voiture et que voilà, ils n'ont pas du tout d'échauffement, l'erreur à faire évidemment, c'est d'ouvrir le coffre ou la voiture et que les chiens sortent comme des fusées. Et donc voilà, vous pouvez sortir un chien qui va se détendre, s'échauffer un petit peu, faire la même chose avec l'autre. Mais l'idée, c'est effectivement de mettre les chiens progressivement dans l'effort. C'est ça. Là aussi, on va multiplier les risques de blessures tendineuses et musculaires, entre autres. Voilà. Donc voilà. Ensuite, bah voilà, on est l'été. Et moi, il y a un truc que j'adore faire avec mes chiens. Bah, c'est tous les sports d'eau finalement. Nager avec son chien, c'est vraiment un truc que j'adore faire. Phoenix, alors je vais pas vous raconter là son histoire, mais il a eu un passé médical un peu compliqué ces dernières années. On a failli lui amputer l'épaule et il posait plus du tout sa patte. Et la natation a été un outil vraiment de rééducation. Alors je sais qu'il doit y avoir des vétérinaires qui nous écoutent et qui ont peut-être des centres de physio, mais voilà, moi je me suis vraiment servi aussi de la natation pour le rééduquer finalement. Musculairement, physiologiquement, biomécaniquement, et c'est vraiment un super outil. Et voilà, les chiens prennent du plaisir. Tous les chiens ne savent pas nager, certes. Alors les chiens peuvent apprendre à nager. Il y a des gilets de flottaison qui existent, qui permettent de maintenir le chien à l'équilibre sur l'eau et voilà, qui va le mettre un petit peu en confiance. Il y a des chiens qui vont nager tout seuls très vite et très bien. Et encore une fois, c'est pas parce que c'est un élément liquide et qu'on se dit voilà, le chien s'éclate. On doit vraiment y aller progressivement dans le temps que le chien va passer dans l'eau. Et puis il y a une chose aussi, moi, qui me fait un petit peu peur à chaque fois, c'est et que j'évite, c'est de lancer une balle, vous savez, dans l'eau où le chien va prendre 3-4 foulées et puis va se jeter dans l'eau comme ça. Je vais le faire 2-3 fois pour leur plaisir, mais c'est vrai que la répétition des impacts, des chocs et on va dire de l'explosivité de l'effort peut le blesser. Et je préfère très largement les séances de natation où je vais aller carrément dans l'eau avec eux, je vais nager. Évidemment, ça passe par un apprentissage. Moi, je leur apprends à surtout pas s'approcher de moi parce que sinon on ressort balafré. Mais ils comprennent très vite. Et de nager avec le chien, c'est une activité qui est très douce, c'est une activité portée, et donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est vraiment sympa à faire, soit pour récupérer de certaines séances, soit comme séance à part entière, voilà, pour se faire plaisir avec eux, voilà. Donc c'est vraiment utilisé intelligemment. Et puis après, il y a beaucoup de disciplines qui se déclinent aujourd'hui. J'ai vu Marion, c'est pareil, j'ai vu un de ses posts sur Facebook là il y a quelques jours où elle était sur le cani-paddle. Je crois qu'elle faisait du cani-paddle avec ses chiens sur le paddle. Super sympa. Le chien travaille la proprioception. On fait d'une pierre deux coups. Nous on est sur la planche. Le chien tombe, il tombe à l'eau, c'est pas très grave. Voilà, c'est vraiment sympa à travailler. Voilà, il y a vraiment plein de choses à faire et les chiens sont vraiment curieux et friands de ça. Et puis encore une fois, on a l'élément liquide qui porte le chien, qui permet de les muscler, de travailler en toute sécurité aussi pour eux en termes de température. Voilà, ça c'est vraiment un truc bien. Et puis il y a aussi une discipline qui émerge un petit peu gentiment. C'est le cani-triathlon où on va finalement associer toutes les disciplines du triathlon, la natation, le vélo et la course à pied. Et donc pour ceux qui veulent faire quelques cani-triathlons, je crois qu'il y en a quelques-uns en septembre dans le sud-ouest ou par chez moi là en Normandie, eh bien la période estivale est le moment opportun pour travailler son chien dans l'eau, parce que tous les chiens ne savent pas nager, ne savent pas comment se comporter dans l'élément liquide, et ça doit passer aussi par un apprentissage. Et n'oubliez jamais, vous êtes le professeur de vos chiens, et si votre chien ne sait pas faire quelque chose, c'est de votre faute, chers amis. Voilà, c'est qu'il faut prendre le temps, la patience pour le travailler, mais ça se travaille et tous les chiens peuvent très très vite apprendre, et il y a des outils pour ça, comme le gilet de flottaison, évidemment. Voilà. Valérie, est-ce que tu as ce genre d'expérience, toi, dans l'élément liquide, ou tu es plus montagne? Toi, tu n'es pas trop mer, non, moi j'aime bien me promener avec eux dans les ruisseaux, ouais. Mais voilà. Après, on a des lacs à côté, mais c'est vrai que je manque de temps pour aller les emmener. Alors, je l'ai fait beaucoup sur les premiers. Les premiers adoraient nager, vraiment prendre. Puis maintenant, on a un petit peu moins de temps, donc s'il fait vraiment très chaud, de temps en temps, des fois, j'en ai un qui saute dans la piscine. Ça peut arriver. Mais j'aime bien remonter les cours d'eau avec eux. Alors là, il faut toujours faire attention au niveau des pierres, qu'il n'y ait pas des bouteilles, des choses comme ça. Bon, en moyenne montagne, c'est quand même assez clean. Donc moi, je suis quand même plus montagne, et les lacs de montagne sont beaucoup trop froids. Donc là, justement, il faut faire très attention, parce que j'ai déjà vu, alors pas un chien à moi, mais un chien, on était arrivé en haut d'une rando, il y avait un lac de montagne donc qui était très très froid, et j'ai vu un chien de promeneur se jeter dans le lac,
et avoir un malaise. Donc là, il faut faire très attention quand vous êtes aussi en montagne. La rando, le chien a chauffé, il y a eu un travail musculaire qui a été fait. Et au niveau cardiaque, je pense que c'est pas très très bon. Le chien avait vraiment pris un coup. Moi, j'avais une trousse de secours, j'avais une couverture de survie, donc on a pu le mettre dedans. Et puis ensuite, il est un petit peu revenu. Donc faites très attention quand il y a eu un effort avec la chaleur, quand il y a eu un effort violent, le choc thermique, comme un petit peu pour nous aussi. Donc je me méfie toujours. Mais j'aimerais bien essayer le paddle. Ça, c'est quelque chose, j'aimerais vraiment bien essayer le paddle. Ouais, c'est vraiment un truc sympa. Ça permet de travailler l'équilibre, la proprioception. Le chien se muscle aussi. Donc, c'est vraiment top. Et en fait, il n'y a pas pour répondre à je sais plus qui posait la question, il n'y a pas de temps. Tu vois, quand j'ai rééduqué Phoenix, eh bien, on a démarré par 1 minute. J'avais mon petit cahier d'entraînement. Et puis, très rapidement, on est arrivé à 3,5 km, 4 km. On nageait 1h05, 1h10. Toujours avec précaution parce qu'on est le long de la mer, parce que je suis en combi, parce que s'il y a besoin, on peut sortir assez vite. Je fais pas 2 km au large et je reviens, c'est pas ça. Mais l'idée, c'est de vraiment, encore une fois, adapter pour son chien, ne jamais oublier que quand ils sont avec nous, on le fait pour eux. Et nous, si on veut nager tout seul, et voilà, on peut le faire. Mais quand ils sont avec nous, on doit veiller sur eux. Et après, évidemment, si tu vas avec régularité, ton chien ne va pas s'épuiser s'il est en bonne condition. Voilà. Et après, c'est vrai que la chose aussi qui peut arriver avec un choc thermique, c'est qu'il y a une crampe qui se déclenche. Oui. Et c'est là où il peut y avoir des risques de noyade. D'ailleurs, c'est d'abord la crampe qui arrivera avant le choc thermique. Et c'est vrai qu'on doit toujours être à côté de son chien au cas où il se passe quelque chose. On est vigilant, mais c'est vraiment un truc super cool dans les rivières. Là, on voit Phoenix au milieu abaissant. Il nageait quasiment dans une rivière à contre-courant. C'était naturel. Il a passé des heures à nager là-dedans. J'arrivais pas à le faire sortir. Voilà, faut essayer d'utiliser ça. Et puis Marion pourra nous donner évidemment des conseils de cani-paddle. Voilà, mais j'ai vu sur les photos que tu tenais pas trop debout, hein, Marion. Donc voilà. Mais c'est vraiment sympa. Et puis Sylvie, par exemple, là, qui parle du paddle et qui habite dans le sud de la France, Sylvie, eh bien, je sais que dans le sud, comme justement les températures ne se prêtent pas du tout à l'attraction l'été, eh bien, voilà, ils mettent vite ça à usage et c'est vraiment sympa pour les chiens et ça permet de garder ce lien. Voilà. On avance encore, les amis. On va essayer de rester dans le temps imparti, sinon on va se faire disputer. Alors, voilà, très rapidement, mais on l'a déjà abordé, vous le savez, on l'a déjà un peu dit, on pourra étayer si vous voulez, si vous avez des questions. Mais globalement, précaution d'usage, la thermorégulation, c'est vraiment le facteur limitant du chien à l'effort, pas que l'été, tout le temps, toute l'année. Valérie l'a dit, moi j'ai vu des chiens faire des coups de chaud en ski de jogging, donc sur de la neige. Donc voilà, on doit avoir conscience de ça, l'avoir dans un petit coin de la tête, ça c'est important. Donc c'est votre ressenti qui va être important sur les conditions dans lesquelles vous allez mettre vos chiens. Vous prenez en considération 2 éléments clés très importants. N'oubliez pas ce que je suis en train de vous dire, les amis. C'est très important ce que je vous dis et pas que pour l'information. Il faut prendre en compte évidemment les 2 paramètres importants, la température extérieure, mais couplé évidemment avec le taux d'humidité dans l'air, donc l'hygrométrie. Voilà. Je le redis une dernière fois, la température et l'hygrométrie. Ça, c'est pour la fin. Trop facile. Évidemment, et là, Valérie va nous en parler, et ça, c'est très, très, très important, c'est l'hydratation, quel protocole on met en place avant les entraînements, tout au long de la journée et post-effort ou post-sortie. Ça, c'est vraiment important. On va voir que finalement, l'eau seule ne suffit pas. Il va falloir qu'on apporte des électrolytes. On va falloir qu'on apporte des minéraux finalement pour aider aussi à la contraction musculaire. On va en parler tout à l'heure. Quel type de produit, etc. Et évidemment, on en a parlé déjà du coup de choses sur comment on fait pour anticiper. On observe. Si on doute, on ne fait pas. Comment on peut l'identifier? On en a parlé quand Guillaume a posé sa question. Et puis les premiers gestes réflexes, on les a vus aussi, voilà, à notre niveau. Mais avant d'arriver aux gestes réflexes, encore une fois, le mieux c'est de ne pas y arriver. Voilà. Si vous avez des questions par rapport à ces paramètres-là, vous n'hésitez pas à vous les poser. Et évidemment, on y répondra avec grand plaisir. Très vite fait aussi, on voit qu'il y a une multitude finalement d'activités. Cani rando, cani marche, un petit peu de traction sur des temps d'effort très courts, etc. Et bien évidemment, c'est ce que je disais à Guillaume tout à l'heure, vous pouvez adapter le harnais en fonction de l'activité pour que le chien comprenne exactement ce que vous allez faire et qu'il adapte aussi son investissement
et son comportement. Voilà. Donc, vous allez regarder sur différentes marques. Vous avez aujourd'hui des produits qui sont adaptés pour chaque activité. Et l'idée, c'est évidemment d'avoir le matériel adéquat en fonction de l'activité que vous allez proposer à votre chien et donc notamment les types de harnais. Voilà. Valérie, tiens, j'ai juste une petite question comme ça, je connais un petit peu la réponse, mais est-ce que tu utilises le même harnais pour toutes les activités que tu fais à tes chiens? Alors oui, j'utilise le même harnais, mais ils font vraiment la différence entre on va se promener à l'extérieur de la maison, on va faire de la canirando et on est à l'attelage. Ils font vraiment la différence et tu as peut-être déjà la chance aussi. Le support finalement attelé va être différent quand ils voient le traîneau, etc. Avec tous les copains, la ligne principale. Voilà, l'ambiance. On va tracter et quand tu pars peut-être avec le baudrier ou autre, ils savent peut-être qu'ils vont plus marcher ou se balader. En fait, l'élément déclencheur chez eux, c'est quand ils me voient prendre mon baudrier, mettre mon baudrier. Donc, ils savent déjà, c'est bon signe. Ça y est, elle s'équipe, on va sortir, on va faire quelque chose. Et par exemple, sur une étape, sur une compétition, lorsque je vais les promener, ils ont le harnais. Alors, souvent, je leur mets le harnais. Quand ils ont le harnais, je les attache au collier pour aller les promener, pour les détendre, ou je peux très bien les attacher au harnais. Ils vont pas tirer de la même façon que si je vais les atteler, je vais les prendre pour les atteler. Donc, il y a le phénomène chez moi de groupe. Lorsqu'ils comprennent qu'ils vont aller à l'attelage, il y a le phénomène de groupe qui se met en jeu. Ils s'échauffent mutuellement, ils se crient, ils s'encouragent, etc. La pression monte. Donc là, ils savent qu'ils vont faire d'attelage. Lorsque je pars en rando, pourtant, je les attelle de la même façon, j'ai le harnais, ils vont pas tirer pareil. Ils sont beaucoup plus à l'écoute. En binôme, le binôme étant, en monochien, ils sont beaucoup plus à l'écoute que lorsque je les attelle. Et par contre, en canicross, c'est pareil. Comme ils entendent les autres chiens et ils voient les autres chiens à côté des concurrents, enfin des gens qui viennent faire du canicross, c'est la même excitation qu'à l'attelage. Donc, je pense que c'est vraiment l'environnement extérieur qui les motive à être hyper excités ou à se dire, OK, on va faire une sortie, on est cool. Ok. Alors, il y a quelques questions. J'ai utilisé avant très longtemps un harnais de canicross et je trouvais que c'était vraiment pas excuse-moi, un harnais de canirando avec sur le dos et je trouvais que ils étaient plus à l'aise dans le harnais habituel. Ouais. Alors aujourd'hui, vous allez voir, quand vous allez voir les marques, alors on m'a posé la question sur les marques, il y a évidemment mon équipementier iDog, après il y a beaucoup de marques aussi, mais l'important c'est finalement d'être certain d'avoir finalement le harnais qui soit adapté. Aujourd'hui, il y a des harnais qui sont adaptés pour faire du dog trekking, pour faire de la rando ou de la balade. Donc il y a vraiment tout type de harnais qui existent et il faut vraiment avoir le matériel adéquat. Il y a des harnais qui servent pour la balade en ville, des harnais pour aller faire du dog trekking en montagne et puis des harnais pour faire du canicross ou du cani VTT. Donc c'est juste prendre l'information, s'assurer qu'on a le matériel qui est adéquat à ce qu'on veut faire. Et évidemment, si on a un harnais qui n'est pas adapté à la traction du chien, eh bien, on va pas s'en servir au risque évidemment de le blesser ou de le léser. Voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à aller vous renseigner. Aujourd'hui, le matériel évolue très vite et il y a énormément de choses qui sont mises en place et qui sont mises sur le marché. Voilà. La partie précaution d'usage, c'est aussi prévenir un petit peu finalement le seul point de contact que le chien ait avec le sol, c'est ses coussinets et donc la prévention des coussinets est très important et donc ils sont aussi souvent blessés, alors ça peut être des micro-blessures, mais blessés au niveau de leur coussinet ou de leur griffe et donc évidemment des produits existent et je vais laisser Valérie développer un petit peu ce sujet. Alors ce qui est très important, c'est nous souvent en mushing on dit pas de patte, pas de chien. C'est très important de prendre des précautions au niveau des coussinets, de la patte en général, mais du coussinet. Parce qu'en fait, une patte est très sensible. Ils adorent lorsqu'on leur fait des massages après l'effort, par exemple, qu'on leur masse les doigts. Les doigts sont très sensibles, les griffes sont très sensibles. Donc déjà, un chien qui doit faire un effort physique, il va utiliser ses pattes. Ses pattes vont toucher le sol. Donc il faut déjà qu'il ait des coussinets en bon état, qui aient été préparés, que le chien ne soit pas carencé, notamment en zinc.
pour avoir des coussinets en bonne santé et avoir des griffes également en bonne santé. C'est pour ça qu'il y a des précautions à prendre, à faire des cures avant, avec du zinc notamment, avec certaines vitamines et certaines formules avec du collagène, etc., pour préparer l'activité sportive avec son chien. Lorsque l'on va courir ou faire une activité, on doit se dire, OK, on doit prendre des précautions. Quelle température il fait dehors et sur quel terrain on va faire courir le chien. Est-ce qu'on va le faire courir sur la route? Là, je vous dis non, carrément, le bitume, non, à bannir. Est-ce qu'on va faire courir le chien sur un chemin de montagne où il y a relativement beaucoup de cailloux et où ça peut être blessant? Ou est-ce qu'on va faire courir le chien sur du sable, sur de la terre, sur de l'herbe? Si l'on fait courir le chien sur un terrain qui peut être blessant, parce qu'on doit passer par là et en rando, il y a des pierres de partout, etc. Selon les massifs, la pierre est plus coupante que d'autres. On doit prendre des précautions. Sur des chiens qui n'ont pas l'habitude de faire de la randonnée ou de l'activité, c'est bien de leur mettre quelque chose sur les coussinets en prévention pour préparer le travail, de l'avoir toujours sur soi et durant la rando, de vérifier les coussinets de son chien. J'ai fait un petit tuto il n'y a pas très longtemps pour montrer comment on manipule le chien pour lever la patte, se mettre comme sur un cheval en fait, la tête derrière nous, les fesses du chien là, et comment manipuler en fait les pattes, parce qu'on voit souvent des gens qui les désarticulent pour aller voir leur coussinet. Donc il y a des manipulations à apprendre, bien vérifier qu'il n'y a pas de blessure, les crémer et puis les botter bien sûr si on est sur un chemin coupant ou si une blessure est là. Après, il y a différents produits qui existent sur le marché. Il y a des choses qui sont très grasses et il y a des choses qui sont pénétrantes. Nous, on a développé un produit qui, en fait, ne va pas rester en surface puisque l'intérêt n'est pas de graisser ni votre carrelage, ni la surface où le chien va marcher, mais vraiment de pénétrer pour cicatriser. Voilà. Donc, chez Element Vet, on a notre baume. Après, il y a d'autres choses qui existent. Mais ce qui est très important, c'est de vérifier plusieurs fois les coussinets. Je vous donne un petit exemple. J'ai mes 2 jeunes de 1 an qui vont démarrer, qui ont déjà démarré un petit peu l'attelage. Et il y a à peu près 1 mois et demi, ils ont fait leur première cani-rando. J'étais dans le Vercors à Vassieux, il y avait de la neige. C'est des chiens qui courent beaucoup en liberté, etc. Enfin, en liberté non, mais qui courent beaucoup avec des grandes longes. Et là, je les ai attelés pour leur première réelle cani-rando. La neige n'était pas particulièrement mauvaise. On alternait entre de l'herbe et de la neige. Et à un moment donné, j'étais avec un ami, je l'ai fait arrêter plusieurs fois pour vérifier l'état des coussinets. Et comme ils étaient jeunes, les coussinets n'étaient pas tannés, n'avaient pas l'habitude de travailler, ils commençaient à avoir des petites, à être un petit peu rouges, à être frottés et à être brûlés. Donc, j'ai tout de suite arrêté, j'ai mis le baume, je les ai bottés et on a pu continuer la rando en toute sécurité. Et le lendemain, après la rando, tout de suite bien penser à enlever tout de suite la bottine. Et le soir, plusieurs fois dans la soirée, je leur ai remis du baume. Donc, il faut faire vraiment une attention vraiment toute particulière au coussinet du chien. Et n'oubliez jamais que l'été, les sols sont beaucoup plus abrasifs que l'hiver, évidemment. Et donc, c'est là où on doit prendre des précautions particulières. Dernière petite chose aussi, c'est que les griffes des chiens sont très innervées et très sensibles. Et parfois, l'été, sur un caillou, etc., le chien peut vraiment taper. La griffe peut fissurer et ça peut être quand même très, très douloureux. Le chien peut boiter sans qu'il y ait quelque chose de très grave, mais ça peut être finalement juste au niveau de la griffe et de l'embase de la griffe en fait. Voilà. Écoutez, très bien. Je crois que tu as dit pas mal. J'ai juste une remarque à vous faire par rapport au choix de vos bottines. On a fait aussi un tuto là-dessus parce que les gens nous disent nous on a acheté des super bottines avec une semelle en caoutchouc, des scratchs de partout, enfin des chaussures d'humain quoi. Est-ce que vous trouvez que c'est bien? C'est des semelles Vibram, ce dont tu parles. Voilà. Jusqu'à présent, on vous a parlé de proprioception. Essayez de faire marcher un chien avec des choses comme ça. Alors, de marcher quelques mètres, oui, mais essayez de lui faire faire un canicross ou de le faire marcher en montagne ou de lui faire faire une canimarche. C'est impossible. En fait, si vous voulez, la qualité de la bottine, nous, on utilise des bottines en Cordura et l'épaisseur de la bottine, il y a des Cordura 500, des Cordura 1000, va dépendre de l'état du terrain.
Lorsque le terrain n'est pas très abrasif, on va pouvoir rester avec du Cordura 500. Et lorsque le terrain est abrasif, on ira plus haut dans le Cordura, c'est la résistance de la toile. Mais le chien, la patte va pouvoir bouger à l'intérieur et il va pouvoir utiliser ses articulations, ce qu'il ne peut pas faire avec ce truc rigide. Donc, on va créer en plus un problème locomoteur et au niveau de ses poignets. Donc, soyez très vigilants sur les bottines. Et si vous allez à faire un sport comme ça, il faut toujours avoir une solution, un baume, une pommade cicatrisante, apaisante, et puis des bottines avec vous. C'est vraiment les choses à avoir. Et de l'eau. Il y a une question sur… Ah oui, Laure, effectivement, quand on va mettre une bottine à un chien, on équilibre évidemment. Si on le met à l'antérieur gauche, on va le mettre à l'antérieur droite. On essaie de vraiment voilà, équilibrer aussi ses prises d'appui au sol. Et puis, je crois qu'il y avait une question, et on va y venir, concernant notamment l'hydratation. Il y avait une question d'Alice qui demandait si il pouvait y avoir un surdosage en zinc pour un chien qui est déjà, par exemple, complémenté et qui boit une boisson d'hydratation avec du zinc. Non, parce que dans la solution d'hydratation, on a beaucoup de choses. On a des oligo-éléments, on a un petit peu de tout. Il y a du fer, il y a un petit peu de tout. La solution a vraiment été développée. Le cocktail de vitamines d'oligo-éléments a été développé par Dominique Grandjean, qui est maître de conf à Maison Alfort. Donc, c'est vraiment sa partie, l'hydratation, la nutrition du chien de sport. Donc là, vous pouvez vraiment être rassuré. Mais il n'y a pas que ça. La base, c'est vraiment de la maltodextrine, parce que c'est la maltodextrine qui va permettre la régénération glycogène du muscle. Et ensuite, on a une base d'oligo-éléments et puis d'électrolytes, puisque c'est une boisson isotonique. Donc, il n'y a pas de risque. Après, je ne sais pas qui pose la question pour le zinc. Est-ce que c'est Alice? Alice a un nordique ou a un chien à quel type de chien? Parce que les nordiques sont génétiquement carencés en zinc, donc on leur en donne jamais assez. Moi, Alice a un chien type échasse. Un chien type échasse. Bon, donc non, il y a vraiment toute la ration a été faite vraiment pour un chien sur un chien de 20 kilos sur une dose par jour. Donc il n'y a pas de risque de surdosage sur ce zinc-là. Bon, on va apporter. Excuse-moi Anthony, ce qui est important, quelle que soit la solution que vous optez, c'est vraiment en fait de donner une solution de réhydratation dans les 20 minutes post-effort. C'est là qu'on va avoir la meilleure récupération ensuite post-effort. Le fait de boire, c'est pas évident sur le chien. S'il a très chaud, il va se jeter sur de l'eau et il va vraiment falloir en fait maîtriser la quantité d'eau que le chien va boire, parce que c'est pas bon de le laisser trop boire. Donc nous, on leur propose, dès que j'ai terminé l'entraînement, moi je prépare à l'avance une solution de réhydratation avec de l'eau et quelques croquettes et je leur donne entre 300 et 400 millilitres, c'est tout. Donc là, c'est un rituel, donc je les habitue à boire. Ils vont venir, ils savent, dès qu'ils ont fini l'effort, j'attends qu'ils se posent un petit peu. Une fois qu'ils ont fini d'allaiter, je leur donne la solution de réhydratation et on a vraiment une récupération qui est vraiment maximum au niveau musculaire. Ça peut être aussi donné en cas de coup de chaud, lorsque le chien a un coup de chaud ou sur un animal un petit peu âgé qui a besoin d'être réhydraté ou après une gastro. Donc, il y a vraiment, en fait, quand on parle de réhydratation, c'est assez large, mais il faut vraiment habituer l'animal à prendre quelque chose. Après, l'eau ne suffit pas. Et il y a un timing à respecter. C'est ça. La fenêtre métabolique, c'est dans les 20 minutes. Ensuite, évidemment, il y a toute la partie avant de l'entraînement. Il ne faut pas attendre que le chien soit en difficulté après la séance. Hydrater son chien convenablement dans la régularité, c'est très important. N'oubliez jamais, si jamais vous avez soif et que vous buvez 1,5 litre d'eau comme ça d'un coup, vous allez en uriner les 3/4 dans la demi-heure qui suit. Par contre, si vous buvez par petites gorgées tout au long de votre journée, eh bien là, vous allez pouvoir assimiler finalement votre processus d'hydratation. Eh bien, c'est un peu la même chose pour les chiens, notamment l'été, parce que c'est vraiment là où finalement il va avoir besoin d'avoir cet apport hydrique pour le fonctionnement des cellules et de l'organisme. Et donc, d'avoir des petites quantités régulières tout au long de la journée, c'est très important. Donc après, il y a des substances d'hydratation qui peuvent exister, qui peuvent être un peu plus appétantes s'il y a des chiens qui sont des dromadaires et ne boivent pas beaucoup. C'est le cas d'Opale notamment. Mais voilà, il faut faire attention à ça pour en fait hydrater le chien, même et pas forcément la veille d'un entraînement ou d'une compétition. Hein. C'est vraiment bien au-delà de ça. C'est vraiment avoir un rituel pour que le chien ait sa dose hydrique quotidienne et régulière.
Valérie? Oui, moi, j'essaie de leur donner, j'ai toute une procédure pour les hydrater avant l'effort. Bien sûr, ne pas donner à boire à son chien juste avant l'effort, ça c'est sûr. Ne pas trop leur donner, mais on leur donne une petite soupe 2h30 avant et ensuite 1 heure avant, on leur donne un tout petit peu, vraiment histoire de les forcer un petit peu à boire. Mais et ne pas hésiter à avoir de l'eau sur soi ou de s'arrêter pour faire boire son chien, je le répète. D'ailleurs, il y a de plus en plus de baudriers, on parlait de matériel, qui sont équipés d'une poche derrière. On peut mettre une gourde, voilà, comme ça. Et ça permet évidemment de vous hydrater vous, mais d'avoir quand même un petit peu d'eau sous la main au cas où, quand vous faites voilà, votre sortie, votre rando, etc. Donc ça, c'est vraiment important. Ok, est-ce que vous avez des questions, les amis, par rapport à tout ça, par rapport à tout ce qu'on a pu voir pendant cette heure et quart, heure 20 là? Si jamais vous n'avez pas de questions, moi je vais vous en poser 3 de questions. Voilà, on va échanger un peu les rôles pour une fois, ça va être marrant. Et évidemment, vous allez avoir des lots à gagner. Alors, j'étais très à l'aise, pour être tout à fait franc avec vous, sur toute la première partie de ce que j'avais à faire. Là, je vais essayer de manipuler un petit peu les outils. L'idée, c'est quoi? C'est évidemment de vous poser 3 questions. Soyez attentifs, évidemment. Si vous m'écoutez, vous êtes devant la télé ou je sais pas quoi, revenez vite devant votre ordinateur parce que vous allez avoir besoin d'écrire. Ouais, Audrey, t'es au taquet. Donc, 3 questions, 3 lots. Avec, vous voyez le premier lot là à l'écran. Donc, dans ce qu'il y a à gagner, il y a évidemment du matériel iDog avec des colliers et des laisses. Il y a Animote qui offre 7 jours de garde. Voilà, vous pouvez aller voir aussi sur leur site internet. C'est très complet et très intéressant. Voilà, regardez un petit peu tout ce que vous avez à gagner. Ça, c'est le lot. Donc, il y a 3 lots à gagner. Donc, on va poser 3 questions. Valérie, si tu veux bien, je pose la première. Ça te va comme ça? Je pose la première parce que c'est la seule que j'ai notée. Là, t'es vache avec moi, ça se perdra, c'est pas grave, vas-y. Pose-moi ta question. Alors, attention, dans le règlement, alors c'est moi le juge, gagnera celui qui marquera sans faute d'orthographe la réponse. Et donc, ce sera évidemment sur le chat. Vous êtes les mains sur votre ordi et attention. Soyez réactifs parce que là, sur la première question, je pense que tout le monde a la réponse. Donc, allez, soyez bons. On va voir ça. C'est parti. Alors, c'est parti. Attention. Que doit porter le chien pour faire un sport de traction? Que doit porter le chien pour faire un sport de traction? Ça manquait de la compétition quand même, hein? C'est bien. Un petit peu de compète quand même. Tic-tac, tic-tac. Ah. David, je suis plus. Là, ça descend. C'est bien ma question. Alors, qui a dit Arnais en premier? Sophie. Sophie qui a répondu en premier. Coraline, baudrier, c'est côté de l'humain. Là, c'est côté du chien. Évidemment, tout le monde avait la bonne réponse. Et c'est Sophie. Voilà. Après, c'est. Il y a évidemment Ouais, c'est ça. Donc, on va pouvoir envoyer à Sophie. Il faudrait juste que tu nous envoies ton adresse, etc. Mais je crois que les gars vont te contacter pour gérer ça. Après, c'est plus ma partie. Voilà. Stéphane devrait te contacter. Deuxième question, les amis. Et là, je peux vous assurer que il va falloir taper vite aussi. Mais la réponse n'est pas si simple que ça. On s'est creusé les neurones pour trouver une question qui pouvait être assez sympa. Alors, j'y vais. Attention. Donc oui, je redétaille le lot quand même. Vous voyez un petit peu voilà ce que vous avez à gagner. C'est exactement les 3 mêmes partenaires. Alors, la question est un peu plus dure, mais je l'ai répété tout à l'heure à plusieurs reprises. Quels sont les 2 éléments à prendre en compte quand on fait du sport avec son chien en été? Les 2 éléments à prendre en compte. Je rajouterai les 2 éléments météorologiques. Oh, on avait dit non. Allez, on va voir qui répond au premier. Je peux la répéter. Quels sont les 2 éléments? Ah bah, tout le monde a répondu. C'est Rachel qui a répondu la première, température et hygrométrie.
Parfait. Rachel Bravo, a dit Rachel. très vite. Voilà, impeccable. Même processus pour avoir l'adresse, etc. Et puis, les amis, on arrive à la dernière question. Là, c'est pareil, ça va aller super vite. Est-ce que tu veux la poser, Valérie? Non, vas-y, fais-toi plaisir, vas-y. Ok. Allez, dernière question, les amis. Attention, vous êtes prêts? Les mains sur l'ordi. Tac. Quel accessoire le chien doit-il porter lorsqu'il évolue sur un terrain abrasif? Je l'ai répété plusieurs fois. Hein. Ouais. Et là, c'est vraiment celui qui va écrire le plus vite. Attention, qui va dégainer en premier. Roulement de tambour. Margot, je crois que c'est Margot. Ouais. Margot. Oui, c'est Margot Leroux qui a gagné, qui a dégainé. Alors, la laisse peut être utilisée pour contrôler. Et là, effectivement, ça aurait pu porter à confusion, mais on parlait évidemment des bottines. Voilà, effectivement. Bon, bah voilà, tout le monde avait bien réagi. Impeccable, les amis. Bah, écoutez, je crois que ça se termine là-dessus. Si jamais vous avez des questions, évidemment, Alform reste à votre disposition. Valérie également. Moi, je sais pas, je vais réfléchir. Évidemment, si vous avez la moindre question, vous revenez vers nous. Ça sera toujours un plaisir. J'espère que vous avez eu quelques informations utiles pour vos chiens. Et puis, on espère vous rencontrer très rapidement sur les courses ou sur des événements, évidemment. Et puis, en attendant, moi, je vais vous souhaiter une très, très bonne soirée. Merci de votre attention et à très bientôt. Et faites une caresse à vos loups de notre part. Voilà, à très bientôt. À très bientôt. Ciao.